la sécheresse ou le déficit pluviométrique plutôt explique, euh, disons, la récolte actuelle qui est estimée à 32 millions de quintaux. Et à certaines époques, on était même pessimiste, on parlait de 25, etc. Donc, quand même, on s'en sort, disons, bien, si je peux dire, par rapport aux conditions difficiles. Alors, euh, le déficit pluviométrique explique la majorité de cette problématique, ou disons la grande partie. Mais nous avons des trucs très structurels, c'est-à-dire que nous avons la petite agriculture familiale, nous avons le rendement à l'hectare. Sinon, nous avons de très bons agriculteurs qui font du 60, 80 quintaux à l'hectare dans l'irrigué ou dans le bourg favorable. Nous avons des gens qui ne dépassent pas 7 quintaux, 9 quintaux, 11 quintaux. Et dans l'itinéraire technique aussi, fait que les rendements sont bas. Donc tout ça, il y a un tout. Et je pense qu'il faut faire une analyse fine. Il y a d'abord la conjoncture climatique, il y a la conjoncture internationale, mais il y a aussi la structure de notre agriculture, et notamment les superficies, l'accès aux intrants des petits, le regroupement de l'agriculture qui peut encore nous donner une résilience par rapport au changement climatique. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'offre, même s'il y a une diminution de l'offre. Le problème, c'est dans les prix. Il y a une flambée des prix. Mais malgré quelques sécheresses, beaucoup de pays ont fait de très bonnes récoltes. Donc le problème se posera peut-être pour la campagne 2023, si jamais l'Ukraine et la guerre dure. Aujourd'hui, vous avez parlé des grands importateurs de blé, de céréales. Vous avez l'Égypte, vous avez la Turquie, vous avez le Pakistan, le Bangladesh, l'Azerbaïdjan, le Liban, la Jordanie, etc. Et le Maroc se situe très bien. Comme a dit CRH, le Maroc a la chance que ça soit fait par un secteur privé qui s'est construit dans le temps sur des infrastructures étatiques, mais avec une rationalité économique, une vision de marché, ce qui n'existe pas dans d'autres pays, où c'est lourd, où c'est très administratif, etc., etc. Et donc, pour les 32 millions de quintaux, il y a 2 ans, on a eu 33 millions de quintaux. Donc, ce n'est pas une aggravation de la situation. On connaît cette situation. Maintenant, avec le stock qu'on a, etc. Bon, c'est une année difficile, il ne faut pas le nier, il faut parler franchement. Mais je pense que nous avons un secteur privé qui gère de manière efficace, bien sûr avec le soutien de l'État et de tout le gouvernement, avec le soutien de la banque aussi. Je pense qu'il faut faire la différence entre souveraineté alimentaire et sécurité alimentaire. Souveraineté alimentaire, c'est utopique, c'est dire chaque pays doit pouvoir produire tout ce dont il a besoin en matière alimentaire. Et c'est impossible. C'est Arracha a parlé du climat, du sol, etc. Oui, c'est impossible. D'accord. Si vous permettez, on va intervenir à ça, mais moi, je pense j'allais rebondir juste simplement. Voilà. Alors, comme c'est impossible, est-ce qu'aujourd'hui, un pays comme l'Inde, qui décide de ne pas exporter de céréales et de blé pour subvenir aux besoins de sa consommation interne, est-ce que ça veut dire une décision souveraine. Oui. Donc ça veut dire que ce pays-là a atteint la souveraineté alimentaire agricole en matière de céréales. Oui, c'est un choix. L'Ukraine qui a réussi en 20 ans à devenir le grenier de blé du monde en 20 ans. Est-ce que là, c'est des pays aussi qui ont atteint la souveraineté alimentaire ou pas? Parce qu'en Ukraine, il y a de très bonnes terres, il y a un bon climat, etc., qui leur ont permis d'être très compétitifs sur les céréales. D'accord. Alors, aujourd'hui, moi, quand je dis sécurité alimentaire, je suis dans l'indépendance. Je ne suis pas dans la dépendance. D'accord. Si vous permettez, on va laisser le. Alors, pour moi, qu'est-ce que c'est qu'une sécurité alimentaire? Ça veut dire la disponibilité. D'accord. Ça veut dire production maximum optimisée locale, plus le stockage, plus la commercialisation. Et après, vous avez l'accès économique et physique à ce produit alimentaire. Et après, vous avez la stabilité dans cette disponibilité, dans cet accès. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc, nous, si on doit acheter des produits qu'on ne peut pas produire, on doit acheter les produits où on n'est pas très compétitif et produire le maximum de produits où on est compétitif. Et ça permet d'entrer de devises pour investir dans d'autres choses. Donc, nous sommes un acteur dans un monde, dans l'OMC et dans les échanges mondiaux. Parler d'autosuffisance à 100%, parler de souveraineté alimentaire à 100%, c'est révolu. Franchement, en tout cas, c'est un terme qui est revenu sur la scène. Maintenant, oui, voilà. Maintenant, il faut, et je pense que
c'est ce que fait l'État et le ministère de l'Agriculture. Ce n'est pas pour lui jeter des fleurs, mais c'est la réalité. La seule réponse pour nous, par rapport à ces crises mondiales, même par rapport à la sécheresse, etc., c'est à rendre notre agriculture encore plus performante, encore plus intégrée et encore plus résiliente face au changement climatique. Et ça, je pense que le plan Maroc Vert a réussi, en toute modestie, et la génération Green est là pour encore répondre à ce défi. Même si on est un fervent de la sécurité alimentaire et des échanges mondiaux optimisés, etc., ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas les marges de progrès dont a parlé Sifloun. C'est-à-dire que, par exemple, pour la céréaliculture, je pense que, franchement, il y a encore des marges de progrès chez les petits et les moyens. Et ils ont accès au financement, ils peuvent améliorer leur itinéraire technique pour augmenter leur productivité, leur rendement à l'hectare. Et il est très difficile pour un agriculteur performant de passer de 70 à 95 tonnes à l'hectare. Mais il est très très facile de passer de 10 à 20. Rien qu'en ajoutant quelques engrais, quelques traitements, peut-être des irrigations d'appoint vers le mois d'avril, etc., si jamais il ne pleut pas, et tout ça. Donc, nous avons, je ne redis pas, quand je dis sécurité alimentaire, je ne veux pas dire il faut miser sur le marché mondial et se croiser les bras. Ce n'est pas ça. Nous avons des marges de progrès partout. Aujourd'hui, même dans les secteurs des olives, Sibnali, il est là, et il y a encore des rendements améliorés sur les fruits, les légumes, les produits de terroir, tout. Mais il faut vraiment que les petits et les moyens s'inscrivent dans cette politique. Et si on améliore, parce que d'abord l'agriculture familiale, il est majoritaire, et si on améliore les rendements de chaque petit agriculteur, eh ben, les rendements globaux au niveau du pays seront plus importants et l'agriculture sera plus résiliente. Le plan Maroc Vert a eu beaucoup de succès et a changé le paysage agricole marocain. Il y en a qui seraient mauvaises langues. Non. Moi, je ne suis pas mauvais langue qui va dire, ah bon, mais là, quand je suis allé faire mon marché, que je vois le prix de la tomate et la flambée des prix, je me dis, Maroc Vert, est-ce qu'il n'a pas eu un impact chiffres, moi je donne les chiffres de la banque. Nous, avant le plan Maroc Vert, on donnait à l'agriculture, on accordait à l'agriculture, ça dépendait des années, entre 3 à 4,5 milliards par an. Pendant le plan Maroc Vert, nous sommes passés de 6 à 8,5. Nous avons injecté 72 milliards en 10 ans, comme moyenne. D'accord ? 72 milliards de dirhams 72 milliards de dirhams en investissement pour accompagner le plan Maroc Vert. 25 milliards de dirhams entre 2009 et 2013. 2014-2018, 33 milliards. Et 2019-2020, 14 milliards, ça fait 72 milliards.